Introduction. Libérez-vous de vos peurs, faites des choix audacieux et concevez votre meilleure vie. Chaque jour, on prend des décisions influencées par les attentes sociales, par les routines et par nos propres peurs. C'est souvent plus facile de jouer la sécurité et de suivre les habitudes familières, mais ce confort apparent peut rapidement se transformer en stagnation et en insatisfaction. Créer une vie épanouissante, ce n'est pas éviter les erreurs ou attendre une validation extérieure, c'est comprendre les forces qui sont déjà en nous et les utiliser pleinement pour construire une vie qu'on aime, avec audace et intention. Le levier, c'est d'orienter nos efforts au bon endroit pour maximiser leur impact. Tout comme dans la physique, où un levier peut déplacer des objets immenses avec une force limitée. Ces concepts vous permettent de dépasser les obstacles et de libérer votre potentiel. Dans ce snap, vous allez découvrir 7 leviers essentiels. L'attention, le temps, l'intuition, les contraintes, le jeu, l'échec et la pratique. En appliquant tous ces outils, vous apprendrez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à dépasser vos peurs et dépasser vos limites et à prendre des mesures significatives pour grandir et libérer votre créativité. Merci pour cette très belle introduction. On va commencer tout de suite avec le premier chapitre qui s'intitule « L'attention, le super pouvoir qui façonne votre vie ». Chapitre 1. L'attention, le super pouvoir qui façonne votre vie. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, comment est-ce qu'on peut préserver son attention et en faire une force motrice ? L'attention, c'est l'art de choisir ou de diriger son énergie. Aujourd'hui, une personne moyenne consulte son téléphone 140 fois par jour. Notifications, réseaux sociaux, emails, tout est conçu pour fragmenter notre concentration. Mais imagine un instant que tu puisses non seulement protéger ton attention, mais aussi l'utiliser comme un levier pour transformer ta vie. C'est exactement ce que propose ce chapitre. Ton attention détermine la façon dont tu expérimentes le monde et la qualité de ta vie. Si tu la contrôles, tu passes d'une existence réactive, dictée par des distractions, à une vie intentionnelle où tu choisis où te concentrer. Et ça demande de l'entraînement. Par exemple, un fameux psychologue célèbre pour ses travaux sur le flow a développé cette capacité alors qu'il était prisonnier dans un camp de travail italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Face aux atrocités environnantes, il a choisi de canaliser son attention sur un jeu d'échecs, créant ainsi un espace intérieur de croissance et de résilience. Cette capacité à diriger son attention a littéralement transformé sa vie. Alors, comment prendre le contrôle ? Il faut commencer par des pratiques simples comme la méditation ou le journaling. La méditation t'aide à ramener ton esprit sur un point unique, tandis que le journaling clarifie tes pensées et tes intentions. Ensuite, examine ton environnement, élimine les influences négatives et entoure-toi de personnes et d'espaces qui soutiennent tes objectifs. Mais qu'est-ce qu'il en est des distractions qui viennent de l'intérieur, comme par exemple les pensées ou simplement le stress ? Bonne question. Protéger ton attention, c'est aussi apprendre à rediriger ton esprit sans jugement. Reconnais les distractions pour ce qu'elles sont, des interruptions temporaires, et ramène doucement ton focus vers le moment présent. Avec de la pratique, l'attention devient un véritable super pouvoir qui favorise la créativité, la croissance personnelle et une vie que tu façonnes entièrement. Ok, très intéressant en effet. Qu'est-ce qu'on va étudier dans le prochain chapitre ? Le prochain chapitre traite d'une ressource tout aussi précieuse que l'attention, c'est le temps. On va explorer comment tirer le meilleur parti de cette ressource, si malléable et pourtant si essentielle. À tout de suite. Chapitre 2. Le temps, votre ressource la plus élastique. Le temps semble immuable, mais en réalité, il peut s'étirer, il peut se contracter selon nos expériences. Comment pouvons-nous exploiter cette flexibilité pour mener une vie plus riche et plus intentionnelle ? Le temps, c'est notre deuxième levier essentiel. Sa perception change selon les situations. Lors d'un moment de concentration intense ou face à une crise, une seconde peut sembler durer une éternité.
alors qu'une journée entière peut passer en un éclair quand on est absorbé par une tâche significative ou alors simplement entouré de ceux qu'on aime. Mais cette élasticité, elle ne se limite pas à ces moments extrêmes. Elle peut devenir un outil puissant si on apprend à façonner la manière dont on vit chaque instant. La clé pour transformer notre relation au temps, c'est de rejeter l'idée que vous n'en avez pas assez. Beaucoup considèrent le temps comme rare et précieux, mais cette vision peut limiter nos choix et nous pousser à tout compresser dans un emploi du temps rigide. A l'inverse, si vous traitez le temps comme une ressource abondante, ça vous libère pour explorer, pour échouer et pour réinventer sans l'anxiété constante d'avoir des échéances. Un bon exemple, c'est celui de Brent Underwood, un entrepreneur qui a transformé sa vie en achetant Cerro Gordo. C'est une ville minière abandonnée. En redirigeant son énergie vers un projet de longue haleine et en se concentrant pleinement sur le présent, il a pu réinventer son emploi du temps pour qu'il reflète ses véritables priorités et aspirations. Donc, c'est pas une question de remplir chaque minute avec des tâches, mais plutôt d'aborder le temps avec plus de clarté et plus d'intention, c'est ça? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça au quotidien? Tout commence par le fait d'être pleinement présent. Le passé est inchangeable et le futur n'existe pas encore. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Ça signifie cultiver des pratiques comme la pleine conscience ou trouver du sens même dans les tâches banales, comme attendre dans une file d'attente. Plutôt que de chercher à tuer le temps, ancrez-vous dans le moment présent. Parce que, en fin de compte, la façon dont vous passez votre temps détermine la qualité de votre vie. En effet, c'est une belle perspective et dans le prochain chapitre, on va explorer un autre levier puissant, l'intuition. C'est cette boussole intérieure qui peut guider nos choix. Chapitre 3, l'intuition, votre boussole intérieure. Dans le dernier chapitre, on a vu comment le temps pouvait être votre ressource la plus élastique et comment une gestion intentionnelle de celui-ci peut transformer la qualité de votre vie. Cette fois, on va parler de l'intuition, ce sixième sens qui nous guide dans nos choix, mais comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre à l'écouter et à lui faire pleinement confiance? L'intuition, c'est un outil qui est vraiment puissant, mais qui est souvent négligé. Contrairement à une analyse rationnelle qui est lente et méthodique, l'intuition fonctionne rapidement, presque instinctivement. Elle s'appuie sur nos expériences passées et les signaux subtils que nous captons dans notre environnement. Prenons l'exemple du capitaine Chesley Sully Sullenberger, qui a sauvé 155 vies en 2009 en suivant son intuition. Alors que les moteurs de son avion étaient défaillants, les protocoles recommandaient un retour à l'aéroport. Mais Sully, s'appuyant sur des décennies d'expérience et sa compétence profonde de la situation, a pris la décision audacieuse d'amérir sur l'Hudson. Ce choix, basé sur son intuition, est devenu un acte héroïque. L'intuition, elle ne se limite pas aux situations de vie ou de mort. Elle peut nous guider dans nos choix quotidiens. Par exemple, lorsque des facteurs externes semblent indiquer une direction, mais que votre ressenti intérieur vous en suggère une autre, écouter cette boussole intérieure peut souvent mener à des résultats extraordinaires, surtout lorsque les signaux extérieurs sont contradictoires. Pour développer votre intuition, commencez par prêter attention à votre corps. Lorsque vous prenez une décision, ressentez-vous une ouverture, une légèreté ou au contraire une contraction et un malaise? Ces indices physiques peuvent être de puissants indicateurs. Créez également des moments de silence et de pleine conscience pour entendre cette voix intérieure, que ce soit à travers la méditation, l'écriture ou simplement des instants de calme, loin des distractions. Et quand on décide de suivre son intuition, il faut souvent affronter ses peurs aussi. Et oui, ça va souvent ensemble. Suivre son intuition, ça demande beaucoup de courage en fait. C'est tentant de jouer la sécurité, mais ça peut entraîner des opportunités manquées et un potentiel inexploité. Prenez de petits pas vers ce qui semble juste pour vous. À chaque fois que vous agissez en accord avec votre intuition, vous renforcez votre capacité à naviguer dans la vie de manière alignée et authentique. D'accord, donc pour résumer ce chapitre, on a appris plusieurs choses importantes. Tout d'abord, l'intuition est un guide rapide et précieux qui s'appuie sur des expériences passées et sur des signaux subtils.
Ensuite, pour la renforcer, c'est essentiel d'écouter votre corps et de créer des moments de calme pour entendre cette petite voix intérieure. Et enfin, agir sur son intuition, même pour des choix modestes, c'est une façon de cultiver le courage et l'authenticité dans sa vie. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va explorer un paradoxe fascinant, comment les contraintes qui semblent souvent restrictives peuvent en fait libérer votre créativité et vous permettre de trouver des solutions innovantes. On se retrouve tout de suite pour découvrir ça. Chapitre 4. Les contraintes, libérer sa créativité à travers les limites. Dans le dernier chapitre, on a vu comment l'intuition peut devenir une boussole intérieure puissante pour guider nos choix de manière authentique. Maintenant, explorons comment les contraintes, souvent perçues comme des obstacles, peuvent en réalité stimuler notre imagination et renforcer notre créativité. Les contraintes sont souvent vues comme des limites, mais elles peuvent être un levier extraordinaire pour penser différemment. Prenons l'exemple de Chris Ballow, membre du groupe des années 90, The Presidents of the United States of America. Lorsque les cordes de sa guitare cassaient, au lieu d'abandonner ou de remplacer l'instrument, il a décidé de jouer avec seulement 2 ou 3 cordes. Cette limitation a créé un son unique qui l'a aidé à vendre des millions de disques au final. Les contraintes, qu'elles soient auto-imposées ou extérieures, obligent le cerveau à sortir des sentiers battus, de sa zone de confort. Quand tout est possible, notre esprit a tendance à répéter ce qu'il connaît déjà. Mais quand on introduit des restrictions, on est forcé d'explorer des chemins qui sont nouveaux. Les études montrent que ces limites améliorent non seulement la créativité, mais aussi la résolution de problèmes et l'efficacité dans les prises de décision. Et est-ce qu'il s'agit uniquement de contraintes qu'on choisit soi-même ? Ah non, pas nécessairement. Certaines contraintes sont imposées par la vie, comme une maladie, un accident ou un événement extérieur. Prenez l'exemple d'Oksana Masters, une athlète paralympique qui a transformé des défis physiques majeurs en une source de motivation, devenant l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Pour elle, ces limites, ce n'étaient pas des barrières, mais c'était des outils pour innover et pour exceller. Les contraintes peuvent également être auto-imposées. Par exemple, un artiste peut choisir de n'utiliser qu'une seule teinte pour un projet ou alors de terminer un brouillon chaque matin avant le petit déjeuner. En réduisant ces options, on peut ouvrir la porte à l'originalité. Ah oui, c'est très intéressant de voir comment transformer ce qui pourrait sembler être un obstacle en une opportunité. Alors, pour récapituler, dans ce chapitre, on a appris 3 choses essentielles. D'abord, les contraintes nous poussent à sortir des sentiers battus en réduisant les options disponibles. Ensuite, qu'il s'agisse de limites choisies ou imposées, elles stimulent notre capacité à innover et à résoudre des problèmes. Et enfin, les contraintes ne sont pas des barrières, mais des outils pour libérer notre potentiel créatif. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va explorer un autre levier passionnant, le jeu. Comment retrouver la joie et l'amusement, ça peut devenir une arme secrète pour stimuler votre créativité et transformer vos projets. À tout de suite. Chapitre 5, le jeu. Retrouver la joie comme avantage ultime. Dans le dernier chapitre, on a vu comment les contraintes, loin de limiter notre potentiel, peuvent libérer notre créativité et nous pousser à innover. Maintenant, parlons d'un concept souvent sous-estimé, le jeu. Comment retrouver un esprit ludique peut transformer votre vie et booster votre créativité. Le jeu, c'est un état naturel qui peut avoir des impacts profonds sur notre esprit et sur notre corps. Prenons l'exemple du tennisman Novak Djokovic. En 2018, il était proche de quitter le tennis, épuisé par les blessures et par un burn-out. Mais lors de vacances en famille, en jouant avec ses enfants sur une plage, il a redécouvert ce qui l'avait attiré dans ce sport à l'origine, le plaisir simple de jouer. Ce moment l'a reconnecté à la joie pure du tennis, loin de la compétition. Cet état d'esprit renouvelé l'a aidé à revenir plus fort que jamais et à remporter des titres du Grand Chelem, inscrivant son nom dans l'histoire du sport. C'est la puissance du jeu, il peut raviver notre créativité, renforcer notre résilience et nous conduire vers le succès. Mais en tant qu'adulte, on a souvent tendance à considérer le jeu comme un peu futile, réservé à l'enfance ou à des moments de loisirs rares.
Rien n'est plus faux, le jeu est en réalité un état d'esprit essentiel. Il favorise la plasticité cérébrale, améliore notre capacité à résoudre des problèmes et renforce même nos connexions sociales. Le jeu, c'est pas simplement une évasion des responsabilités, c'est aussi un moyen de reformuler les tâches, de trouver de la joie dans le quotidien et d'aborder les défis avec un regard neuf. Donc le jeu, c'est pas qu'une pause ou un divertissement, mais c'est une véritable stratégie pour mieux vivre et surtout pour mieux créer. C'est ça, il ne s'agit pas seulement de jeux structurés ou compétitifs. Le jeu, c'est explorer, c'est expérimenter, s'impliquer pleinement dans le processus, sans se concentrer uniquement sur les résultats. Que ce soit en redécouvrant un passe-temps d'enfance, en abordant vos tâches avec une touche de légèreté ou en transformant votre travail en un jeu, cet état d'esprit peut faire des merveilles. Même les expériences les plus banales peuvent devenir des opportunités de croissance et de satisfaction si elles sont abordées avec un esprit ludique. Alors, pour résumer, dans ce chapitre, on a appris 3 choses importantes. Premièrement, le jeu peut raviver notre passion et notre créativité, comme l'a montré l'exemple de Djokovic. Deuxièmement, il n'est pas seulement un luxe ou une distraction, mais une condition naturelle qui améliore notre cerveau et nos connexions sociales. Et enfin, le jeu nous encourage à aborder la vie avec un esprit de découverte, transformant même les tâches ordinaires en source de joie. Parfaitement résumé. Et dans le prochain chapitre, on va explorer un sujet tout aussi fascinant, c'est comment l'échec, qui est souvent redouté, peut devenir une clé essentielle pour la croissance et la résilience. Chapitre 6. L'échec, la clé de la croissance et de la résilience. Dans le dernier chapitre, on a exploré comment le jeu peut raviver notre créativité et transformer notre quotidien en une source d'inspiration. Dans ce chapitre, on va donc se pencher sur un sujet souvent redouté, mais indispensable, l'échec. Comment est-ce qu'il peut devenir une force motrice pour avancer ? Prenons l'exemple de Melissa Arnott Reid, la première femme américaine à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Mais c'est pas arrivé du premier coup, il lui a fallu 5 tentatives, accompagnées de doutes, de revers et évidemment d'échecs. Pourtant, c'est précisément sa relation avec l'échec qui l'a propulsée vers la réussite. Elle a compris que l'échec, c'est pas une fin, mais c'est une étape essentielle du progrès. L'échec, c'est inévitable. Il peut être aussi simple qu'oublier un rendez-vous ou aussi significatif qu'une perte d'emploi ou un revers personnel. Mais ce qui compte, c'est pas de l'éviter, mais c'est d'en tirer des leçons. Comme l'a montré le professeur en gestion Dashun Wang, les personnes qui analysent leurs échecs et ajustent leur approche ont bien plus de chances de réussir que celles qui s'obstinent à répéter les mêmes erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a si peur de l'échec ? C'est une question de biologie et de société. On est câblé pour rechercher l'acceptation. Et l'échec, ça peut sembler menacer notre statut social. Les réseaux sociaux amplifient cette peur en glorifiant des vies sans effort et apparemment sans échec. Mais l'histoire et la science racontent une toute autre réalité. L'échec est essentiel à l'innovation, à la résilience et au progrès significatif. Pour utiliser l'échec de manière constructive, il faut le voir comme une série d'expériences. Quand quelque chose tourne mal, prenez-en la responsabilité et analysez ce qui s'est passé. Ajustez votre approche et essayez encore. Finalement, l'échec est inévitable, mais c'est votre façon de le gérer qui peut déterminer votre avenir. En apprenant à voir chaque revers comme une opportunité de grandir, vous renforcerez votre confiance et votre créativité pour construire une vie plus épanouissante. Alors, pour résumer ce chapitre, on a appris que l'échec, c'est une étape normale du processus du progrès, qu'il est essentiel d'analyser ses erreurs pour avancer, et finalement que la peur de l'échec peut être notre perception. Donc l'échec, c'est une chance de réinventer nos méthodes et de nous rapprocher de nos objectifs. C'est exactement ça. Et dans le prochain chapitre, on va aborder un autre levier clé, la pratique. Comment la discipline et la persévérance peuvent mener à la maîtrise et à la croissance. Chapitre 7, la pratique, le chemin vers la maîtrise et vers la croissance.
Dans le chapitre précédent, on a vu comment l'échec, souvent redouté, peut être un formidable levier de progrès et de résilience. Maintenant, explorons un autre levier crucial, la pratique. Comment la discipline et la répétition intentionnelle peuvent nous rapprocher de l'excellence. La pratique, quand elle est structurée et réfléchie, est essentielle pour atteindre la maîtrise. Prenons l'exemple de Stephen Curry, considéré comme le plus grand tireur à 3 points de l'histoire du basketball. À 1,91 m, il n'a pas les avantages physiques typiques des superstars de la NBA. Mais son dévouement sans faille et son entraînement précis l'ont transformé en une véritable légende. Chaque tir, chaque exercice, chaque séance est conçu pour refléter les scénarios réels d'un match. C'est cette répétition intentionnelle qui a élevé ses performances bien au-delà des normes habituelles. Cette approche, elle ne se limite pas au sport. Regardons Yasmin Lari, la première femme architecte du Pakistan. Sa pratique inclut des interactions quotidiennes avec les communautés locales, intégrant des techniques traditionnelles et modernes pour créer une architecture centrée sur les besoins de la société. Ces exemples montrent que la pratique, qu'elle soit physique ou intellectuelle, repose sur 3 piliers principaux. Alors, quels sont ces 3 piliers de la pratique ? Premièrement, maîtriser les bases. Les meilleurs dans leur domaine consacrent une attention démesurée aux fondamentaux que beaucoup d'autres négligent. Ensuite, ils adoptent un processus d'amélioration constant en se concentrant sur la progression à chaque répétition plutôt que sur le résultat final. Et enfin, ils alignent leur identité avec leurs objectifs, adoptant des habitudes et des mentalités qui reflètent la personne qu'ils aspirent à devenir. Les recherches confirment que ce n'est pas tant le temps passé à pratiquer qui fait la différence, mais plutôt la qualité et l'intention derrière cette pratique. Fixer des objectifs clairs, chercher des retours constructifs et travailler sur ses faiblesses, voilà les clés du succès. Et comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre quotidien, nous-mêmes, pour progresser ? Commencez par identifier une compétence que vous souhaitez améliorer. Concentrez-vous sur la maîtrise des bases. Appréciez le processus et alignez votre identité avec vos objectifs. Ensuite, engagez-vous dans des séances de pratique intentionnelles et régulières parce que la grandeur, ça se construit étape par étape, pas à pas. Très bien, donc pour récapituler ce chapitre, on a appris que la pratique réfléchie est bien plus que de simples répétitions. Elle exige une attention particulière aux fondamentaux, une progression intentionnelle et une cohérence entre nos objectifs et notre identité. Avec cette approche, la maîtrise devient enfin accessible. C'est ça, et ça conclut notre exploration des 7 leviers du succès. On peut maintenant passer d'ailleurs au résumé final pour rassembler toutes ces idées et comprendre comment elles peuvent transformer notre vie. Conclusion. Pour conclure ce snap sur Never Play It Safe de Chase Jarvis, voici les idées principales que nous avons explorées. Ce livre nous montre qu'une vie épanouissante et audacieuse repose sur l'utilisation intentionnelle de 7 leviers fondamentaux. D'abord l'attention, ensuite le temps, l'intuition, les contraintes, le jeu, l'échec et enfin la pratique. En nous concentrant sur la croissance, en embrassant l'inconfort et en écoutant notre boussole intérieure, nous pouvons surmonter nos peurs et concevoir une vie qui reflète pleinement notre potentiel. Chaque levier, que ce soit la capacité à utiliser les contraintes pour stimuler notre créativité ou l'importance de transformer l'échec en opportunité, nous rapproche d'une existence plus authentique et plus riche. Le message clé, c'est que tout commence par une petite action significative. En mettant en œuvre des efforts ciblés, en pratiquant avec intention et en avançant avec courage, vous pouvez construire la vie que vous souhaitez. Ce chemin est à votre portée et il ne tient qu'à vous d'en saisir l'opportunité. Merci d'avoir suivi ce snap avec nous jusqu'au bout. On espère que vous vous sentez inspiré pour prendre des actions concrètes et libérer tout votre potentiel. N'oubliez pas de nous laisser un avis et on se retrouve très bientôt dans un prochain snap. À très bientôt.